Eh bien bonjour et bienvenue dans ce second numéro de l'économie expliquée par mon père Charles Gave, en présence du directeur financier de la société que vous ne voyez peut-être pas, qui est Jeeves, et qui va probablement faire des allers-retours, donc ne vous étonnez pas de la présence d'un beagle, très coquin mais néanmoins gentil. C'est à lui que je vais expliquer tout ça. Oui. Alors aujourd'hui, nous allons surtout nous concentrer sur la notion de dette. Oula. Et nous allons poser toutes les questions qui fâchent, et dans cet ordre. Alors, pour commencer, moi, il y a quelque chose que je m'explique mal. C'est que quand on regarde une courbe de la dette de la France, on voit très bien une montée constante. Depuis à peu près 1972. Oui. Alors, on se dit effectivement 74, crise pétrolière, tout ça s'explique. Mais au départ de l'origine du monde, pourquoi y a-t-il même une dette étatique? Parce que nous, en tant que particuliers, dès qu'on va à la banque, si on dépense, on se fait appeler au téléphone en disant « Madame Gave, vous êtes en rouge de 1200 €, quand est-ce que vous allez régulariser votre compte ?» Alors, au nom de quoi les États... Ils ne vous disent pas ça, ils vous disent « Vous allez régulariser votre compte dans les 3 jours qui viennent. » Oui, c'est ça. Nous vous laissons l'option entre lundi, mardi ou mercredi. Voilà. Et ils ne prennent pas les chèques en plus, hein, j'ai vérifié. Oui, sur ton compte. Donc, pourquoi tout à coup, on a permis aux États de, comme ça, s'emballer et de dépenser? Alors, il faut remonter à une, comme toujours, à une théorie économique qui venait d'un économiste anglais qui s'appelait Keynes. Et Keynes a montré que, d'après lui, quand il y avait une récession, c'est-à-dire quand l'économie ralentissait, il était de bon ton pour l'État de dépenser vite de l'argent qu'il n'avait pas, qui du coup se retrouvait dans le système et était multiplié. C'est-à-dire que si l'État mettait, je sais pas, 1 milliard, avec l'effet multiplicateur, disait-il, ça allait être payé à des fonctionnaires, à des travaux publics, etc. Ça allait permettre aux entreprises de gagner de l'argent, et donc elles-mêmes, elles embaucheraient des gens, et ça ferait un effet multiplicateur. Donc la thèse de base, c'était que la dette, c'est quelque chose qu'on prend au départ, puis ensuite elle va se payer d'elle-même parce que les rentrées fiscales vont être plus importantes et vont rembourser la dette. Mais est-ce que c'est pas un peu confondre du coup la somme des liquidités et la croissance? Parce qu'on a l'impression que lui il dit, plus j'injecte, plus je fais d'argent, plus on va être riche. Voilà, mais... il dit si l'État, et Keynes allait jusqu'à dire qu'il fallait payer des gens à ne rien faire, et il disait, il faut embaucher des gens pour leur faire des trous le matin et les reboucher l'après-midi. C'est ce que j'appelle la stratégie du sapeur Camembert. C'était enfin, sapeur Camembert, les gens de ma génération savent qui c'est, mais c'était un dessin, une des premières bandes dessinées de l'histoire, et qui avait été faite par un polytechnicien qui s'appelait Christophe et qui signait Colomb. Donc c'était un gros malin, quoi. Vous voyez, enfin, pour ceux qui n'ont pas lu le sapeur Camembert, c'est quand même un des sommets de la bande dessinée. Alors, donc il pensait ça. Et alors les gens se sont dit, et c'était une permission donnée à l'État de dépenser de l'argent qu'il n'avait pas. C'est comme donner les clés de sa voiture à son fils de 18 ans, et les clés de sa cave à whisky, de façon à ce qu'il puisse se péter la gueule, quoi. Donc, parce que dès que vous donne à un État la permission de dépenser de l'argent qu'il n'a pas, il va le dépenser. Donc, ils se sont mis tous à dépenser comme des fous. Eh bien, le vrai problème de la dette étatique, parce qu'il faudra revenir sur la notion de dette, mais le vrai problème de la dette étatique, eh bien, c'est que les gens prêtent à l'État parce qu'il dit il pourra toujours augmenter les impôts après pour rembourser la dette. Donc c'est la capacité fiscale de l'État qui donne confiance aux gens en disant un pays comme la France est riche, donc ils ne feront jamais faillite. Donc j'ai pas de risque à acheter de la dette. Donc en quelque sorte, la dette étatique en France est considérée comme un placement sans risque. Alors, une autre question sur laquelle j'aimerais qu'on revienne est cette fameuse loi de 73, parce que beaucoup de gens, certains partis politiques l'ont repris, il y a eu beaucoup de fantasmes autour, parce qu'on se disait, oui, mais ça serait tellement plus simple. Alors, j'ai conscience évidemment aujourd'hui que de toute façon on est dans l'euro, donc la question se poserait pour une période pré-euro, c'est-à-dire 73-2000. Mais avant ça, pourquoi est-ce que les gens ont focalisé tellement d'attention sur cette loi de 73 ?
Pour une raison très simple, c'est que avant la loi de 73, l'État pouvait demander à la Banque de France d'acheter ses bons du Trésor et ses obligations. En contrepartie, la Banque de France émettait de l'argent. Donc, ce qui se passait, c'est que ça augmentait la masse monétaire, parce que y avait plus d'argent dans le système, donc c'était la planche à billets. Donc, quelque part, ces gens-là regrettent la planche à billets. Donc l'inflation. Donc l'inflation. C'est-à-dire l'époque où le lait passait du jour au lendemain. De 1 à 10, 1 à 20, 1 à 30, etc. Voilà. Oui, il y avait des systèmes sur les étiquettes pour changer tout le temps. Donc je vois pas tellement pourquoi, en plus, philosophiquement, l'État, dont les recettes devraient être les impôts, devrait pouvoir emprunter à coût zéro pour faire des investissements qui ne servent à rien. Enfin, je veux dire qu'ils ne sont pas très utiles. Donc, ces gens-là ont l'air de regretter que l'État puisse foutre en l'air la monnaie. Cela dit, ils ne se sont pas gênés. Ils ne se sont pas gênés après. Mais pendant quelques années, l'État a dû payer des taux d'intérêt de marché. Donc un peu réfléchir avant de dépenser, voilà. Un petit peu faire attention à la gestion du pognon. Et surtout essayer de contrôler leurs coûts. Parce que je voudrais revenir sur un truc très important. Un homme comme Milton Friedman, dont j'ai beaucoup parlé ici, dont je sais que c'était un très méchant, qu'il était abominable, alors que c'était un homme éminent, extraordinairement intelligent, et qui a beaucoup réfléchi. Parce qu'il a passé 10 minutes au Chili, hein, à serrer la main de Allende. Je me demande combien de gens ont serré la main de Castro, d'ailleurs, en passant. Mais, oui. Non, mais ça, c'est pas un problème, ils sont dans le camp du bien. Ils sont dans le camp du bien, pardon, oui. J'avais pas vu ce détail. Sauf qu'Allende est parti quand il a perdu son référendum, alors que Castro, ils sont toujours là, quoi. Bref, ça, c'est un autre... C'est un autre... Donc, revenons à l'essentiel. C'est que ce qui compte en économie, c'est pas si la dette de l'État augmente. Ça n'a pas beaucoup d'importance et j'essaierai d'expliquer pour toi. C'est est-ce que le poids de l'État dans l'économie augmente? C'est-à-dire, aujourd'hui, la dette est passée à une fois le PIB, un peu plus même maintenant, mais le poids de l'État dans l'économie pendant les mêmes années est passé de 45 à 60. C'est ce que tu appelles en général dans tes livres le ratio du secteur communiste sur le secteur libre. Voilà, le ratio, l'économie communiste n'a pas cessé d'augmenter. Quelle est la différence entre les deux économies? C'est tout simple, il y en a une qui fonctionne avec des prix de marché, je sais pas, quand vous achetez votre salade, quoi, et il y en a une qui fonctionne avec des prix obligés, la sécurité sociale. Donc, s'il n'y a pas de prix de marché pour la sécurité sociale, je ne dis pas qu'il faille des prix de marché, je dis simplement s'il n'y a pas de prix de marché, on n'a que deux solutions. En fait, on n'en a qu'une. C'est que, comme il ne peut pas y avoir d'équilibre entre l'offre et la demande, puisqu'il n'y a pas de prix de marché, ce qui va se passer, c'est qu'on va remplacer les prix de marché par les files d'attente. Il y aura une pénurie, automatiquement. Et regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec les médecins. Quand j'étais jeune, un médecin, c'était quelqu'un qui gagnait très bien sa vie, qui était honoré. Maintenant, dans mon petit village, dans Avignon, là-bas, du côté d'Avignon, le médecin, quand je vais le voir, le médecin local, sa consultation est à 23 €. Donc c'est devenu, c'est moins payé qu'un plombier, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a une pénurie de médecins. 30 ans après, on a une pénurie de médecins. Si, comme le disait Brejnev, nous, dans le Parti communiste, on paye les gens des cacahuètes et ils font semblant de travailler. C'était, je crois, la citation, tu payes les gens des cacahuètes et tu as des singes. Voilà, ils travaillent comme des singes. Mais enfin, je veux dire, c'est ça un peu l'idée. Donc, grosso modo, dès le moment où vous intervenez dans le système des prix, eh bien, vous changez les incitations à travailler. Et moi, en Angleterre, quand j'y étais, j'avais un ami qui était docteur, dans les mêmes conditions, parce que c'est un système nationalisé en Angleterre. C'est la NHS, c'est comme la sécurité sociale, c'est centralisé. C'est centralisé avec des prix déterminés par des fonctionnaires ailleurs. Sauf que là, ils ont fait des gros investissements, j'ai vu, ils vont faire des nouveaux hôpitaux, ainsi depuis sur la nouvelle impulsion. Donc, bon. On va voir, mais cet ami qui était docteur, il a décidé de devenir plombier. Oui, parce qu'il disait c'est à peu près pareil. C'est de la plomberie. Et il gagnait beaucoup mieux sa vie, quoi. Et puis il n'est pas embêté le samedi et le dimanche, et puis il n'avait pas la responsabilité, et puis c'était beaucoup moins stressant.
Donc, si vous voulez, quand les gens se disent il vaut mieux être plombier que docteur, ça veut dire qu'on a un problème, quoi. Oui, mais surtout que c'est des gens qui auront passé 8 à 10 ans à faire des études supérieures. Donc, encore une fois, ce qui compte, c'est le poids de l'État dans l'économie. Et ce qui s'est passé en France, prenez un pays comme la Suisse, qui n'est pas... Les gens ne meurent pas de faim dans la rue, hein, c'est le niveau de vie le plus élevé d'Europe. S'ils meurent de faim, ils le font très très proprement. Très très proprement, oui. C'est le pays le niveau de vie le plus élevé d'Europe, pas de déficit extérieur, pas de déficit budgétaire, pas d'inflation, la monnaie la plus forte dans les 50 dernières années. Et qu'est-ce qui se passe? Le poids de l'État dans l'économie est resté à 33%. Depuis 60 ans. Alors que nous, on est passé de 30% sur De Gaulle à 60% sous... Donc nous, on a doublé. Parce qu'à ce moment-là, vous créez une énorme partie de l'économie qui ne peut pas faire faillite. Et quand vous ne pouvez pas faire faillite, vous n'avez plus de croissance, puisque le capital et les personnes restent là, alors qu'ils devraient plus être là. Vous avez aussi une réserve de voix électorale. Voilà, ben oui, mais c'est exact. Et c'est là où on arrive à un problème qui est très grave, c'est quand l'État commence à être 60% du PIB, j'imagine que ça correspond aussi à 60% des travailleurs ou assimilés, des gens qui sont là, et qu'ils ont tous l'impression qu'ils vivent aux dépens des autres et qu'ils sont payés à ne rien foutre, et que c'est très bien comme ça. Comment vous corrigez le système démocratiquement? Parce que tout ça, on va passer maintenant de 60 à 65 à 70, et je ne connais pas d'exemple dans l'histoire d'un pays qui soit au-dessus de 60% de dépenses publiques par rapport au PIB, qui n'ait fait faillite, qui a eu des graves problèmes. Et donc, on a un vrai problème là. Donc, encore une fois, quand vous parlez de la dette étatique, il faut faire très attention. C'est, par exemple, au début des années Reagan, il a coupé les impôts comme un fou, ce qui a créé un énorme déficit budgétaire. Oui, il y a une grosse relance schumpeterienne. Voilà, il y a une grosse relance, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Donc, c'était l'affaire. C'était la courbe de l'affaire, il a coupé les impôts. L'économie américaine a boomé. Et quand Clinton est arrivé, ils étaient en excédent budgétaire, donc ça avait bien marché. Mais le poids de l'État dans l'économie baissait. Le poids de l'État, donc on a fait un transfert volontaire de richesse du secteur public américain à l'époque vers le secteur privé a boomé. Nous, on fait exactement l'inverse. Et on rajoute, avec l'Europe, une lourdeur de coût, parce que ça nous coûte de l'argent quand même, cette affaire. Et surtout, ça nous coûte des réglementations. Oui, donc une lourdeur administrative, donc il faut encore embaucher des gens dans les administrations. Parce que je suis persuadé que dans le secteur privé, il doit y avoir 10% du secteur privé aujourd'hui qui travaillent pour remplir des rapports pour l'État. Mais bien sûr, mais dans n'importe quelle société, on a un jour, on doit faire remplir des dossiers, ramener des trucs au greffe. Ce qui est grisant, hein, on fait tout ça pour ça. J'ai discuté avec des paysans dans le Gers, ils me disaient qu'ils passaient 30% de leur temps à remplir des papiers pour les administrations. Donc, j'ai reçu ici un professeur de médecine très éminent, qui me disait que aujourd'hui, il y avait à peu près 35% de personnel administratif dans l'hôpital, ça avait quasiment doublé en 20 ans. Et en plus, eux, médecins, ils devaient faire à peu près 30% de leur temps à remplir des dossiers pour les autres hôpitaux, pour toutes les espèces. Donc, on se retrouve dans un monde où... c'est ce que je l'avais dit. Donc, si je comprends bien ce que m'avait dit ce docteur, c'est que, dans le fond, le but ultime, c'était d'avoir un système de santé où il n'y ait ni malade ni médecin, quoi. Mais ce serait absolument génial, quoi. Il n'y aurait que des rapports. Il n'y aurait que des rapports. Ça, c'est super. Ce serait vachement bien. Donc, c'est quand même... Donc, encore une fois, la dette étatique, c'est pas le souci. Ce qui est le souci, c'est la hausse du poids de l'État dans l'économie, parce que il n'y a pas de création destructrice dans l'État. Alors ça m'amène à une autre question, justement, une question qui a été posée par un internaute. C'est quelque chose sur lequel tu reviens souvent, c'est-à-dire, quand l'État émet de la dette, quelqu'un l'achète quelque part. Ça peut être en France ou ça peut être sur les marchés extérieurs. Il est coutume de dire que nous, en France, nous ne détiendrions pas notre dette, à l'inverse d'un pays comme le Japon, qui détient sa dette. Alors, évidemment, j'ai bien conscience que nous aussi, on n'a pas une monnaie souveraine, là où le Japon, lui, a son yen. Et donc ça a aussi une importance dans le rapport à la dette. Parce que tu vas expliquer pourquoi. Alors, ça, c'est une notion très importante. Je vais peut-être raconter une petite anecdote, une petite historiette. C'est pas une anecdote, c'est une historiette. Ça se passe dans une petite ville de province en France, très jolie. Et il y a un type qui arrive et qui réserve à 4 heures du soir, qu'il écoutait...
je voudrais une chambre d'hôtel, donc il prend une chambre d'hôtel, et l'hôtelier lui dit, écoutez, je voudrais que vous payiez avant, ça m'arrangerait, donc il lui paye les 100 € pour la chambre pour la nuit, quoi. L'hôtelier se précipite chez le pharmacien, parce que l'hôtelier avait une dette de 100 €, il rembourse sa dette. Le pharmacien se précipite chez le boucher, chez qui il avait une dette de 100 €, il rembourse sa dette. Et ainsi de suite, tout le monde rembourse sa dette, et en fin de parcours, la prostituée locale, qui devait 100 € à l'hôtelier, lui redonne ses 100 €. Et puis le type arrive à 6 h du soir en disant « Ben non, j'ai visité la ville, j'ai pas besoin, vous me rendez mes 100 €, je m'en vais ». Et il n'y a plus de dette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un pays qui est endetté vis-à-vis de lui-même n'a pas de dette. Puisque c'est un système circulaire. C'est comme si dans une famille, tu m'empruntes de l'argent, l'argent passe de moi à toi, et on se retrouve, le bilan consolidé de la famille n'a pas changé. On a, tu vois, je veux dire, c'est donc un système comme le Japon où la dette était achetée par les épargnants est un système parfaitement viable, même si la dette est énorme, pour une raison très simple, c'est que la dette, ça n'est que de l'impôt différé. Donc, si les épargnants japonais sont contents d'acheter des obligations plutôt que de payer des impôts, ça revient exactement au même. Ça revient exactement au même. Donc, par contre, si mon boucher, etc., ils avaient emprunté au village d'à côté, là, ça serait sorti du système. Là, ce serait sorti du système, et à ce moment-là, il va falloir que le système de la petite ville bosse pour dégager un excédent pour rembourser le village d'à côté. Donc, il y a une dette intérieure. Il n'y a pas de raison de se faire de soucis. C'est pas Prenez par exemple l'exemple de l'Italie. La quasi-totalité dont je parle souvent, de la dette italienne, est détenue par l'épargnant italien. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais l'Italie sort de l'euro? Bon, ben... Et qui reviennent à la lire. Qui reviennent à la lire, bon. Ben, les épargnants italiens prennent une grosse claque en pouvoir d'achat international, mais les entrepreneurs gagnent de l'argent gros comme eux. Donc c'est un changement de richesse qui se passe de l'épargnant italien qui a gagné de l'argent depuis 20 ans de façon éhontée, avec sa monnaie qui n'était pas là où elle devrait être, vers l'entrepreneur italien. Donc ça fait passer l'argent, la rentabilité de ceux qui prennent des risques augmente, et la rentabilité de ceux qui ne prennent pas de risques en prend un bon coup. Oui, mais alors donc, là, tu touches du doigt une notion sur laquelle les gens ont beaucoup de problèmes, et ça, de mon expérience, quand tu parles sur des réseaux, ainsi de suite, les gens ont beaucoup de problèmes avec l'idée, prenons l'exemple de la France, si on devait retourner au franc, l'idée d'une dévaluation. Mais attends une seconde, parce que ce que je veux dire, c'est que la France, 50 ou 55% de sa dette est détenue maintenant par des étrangers. Oui, donc on ne pourrait pas faire ce coup-là. Enfin, le voudrait-on? C'est-à-dire que les étrangers, eux, ils vont trouver que perdre 55%, c'est pas une bonne idée, quoi. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire, du coup? Ils vont pas faire grand-chose, mais ils vont peut-être être fâchés pour continuer à prêter à l'État français. Donc on ne trouvera plus à se financer la fois d'après. Donc on se financera beaucoup plus cher. On se financera beaucoup plus cher. Donc il y aura un coût, alors qu'en Italie, il n'y a pas de coût. En quelque sorte, c'est un jeu à somme nulle en Italie. Nous, oui, c'est un jeu à somme perdante. Si la dette est détenue par tes propres habitants, on est sur un jeu à somme nulle. On est sur un jeu à somme nulle, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc l'euro a favorisé les rentiers italiens depuis 20 ans de façon monstrueuse, c'est ce que j'ai montré dans toute une série de papiers. Ils se disent, j'ai très très bien vécu pendant 20 ans, et puis ils se diront, peut-être mes enfants vont trouver un boulot comme ça. Tu crois qu'ils auront cette analyse vraiment, qu'ils vont faire une analyse globale en disant, j'ai vraiment bien... Est-ce que tu crois que les Européens qui ont prêté, ont vraiment cette impression d'avoir bien vécu? Les types qui ont eu de la dette italienne, pour donner une idée, la rentabilité totale de la dette italienne en une monnaie commune depuis 2000, le début de l'euro, a été celle du marché des actions américain. T'as gagné le S&P? Le S&P. Ouais. Donc ils ont gagné une once d'or? Ils ont gagné une once d'or, donc voilà, c'est ça. Donc ce que je veux dire, c'est que ils ont très bien vécu. Ils en ont peut-être pas conscience, mais eux, ils ont très bien vécu. Et le gars qui travaillait, lui, dans une entreprise qui a fait faillite, il n'a pas très bien vécu. Donc celui qui avait son matelas, il a très bien vécu. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Alors venons au cas de la France, si on dévaluait,
Donc si on reprenait notre monnaie, qu'on évaluait... etc., ben, à ce moment-là, on aurait un léger problème, c'est qu'il faudrait sans doute emprunter avec une marge de sécurité. Les taux d'intérêt seraient plus élevés qu'ils ne l'auraient été autrement. Mais de toute façon, là, pour l'instant, les taux d'intérêt sont... Parce que les gens parlent toujours sur un ancien modèle de charge de la dette, mais là, les taux d'intérêt sont négatifs, donc les taux on a peu de sont à charge. zéro, donc il n'y a plus de charge de la dette. Mais dès le moment où on sort, les taux d'intérêt reviendraient. On retournerait à des taux d'intérêt de marché qui seraient à 4 ou 5%. 4 ou 5%. Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas normal de payer ce service? Parce que l'argent a un coût, donc après tout, nous... L'argent a un coût. Le coût de l'argent, c'est le temps. C'est-à-dire que, grosso modo, c'est... Est-ce que ça forcerait pas nos politiques à faire un peu plus attention? Ah, mais c'est tout à fait le cas. La meilleure façon de forcer les politiques à ne pas dépenser à tort et à travers, c'est d'avoir les taux d'intérêt au-dessus du taux de croissance de l'économie. Un tout petit donc peu. On est à 3, donc les mettre à 4. Les mettre nominal, les mettre à 3,5, parce que, pour une raison très simple, c'est que les recettes fiscales vont augmenter comme l'économie sur le long terme. Donc si tes recettes fiscales augmentent de 3 et que tu peux pas te mettre de la dette à 3,5, parce que si tu empruntes à 3,5 ou à 4, quand tes ventes vont monter de 3, au bout d'un certain temps, tu fais faillite. Parce que si tu empruntes à 4 et que tu investis à 3, au bout d'un certain temps, tu fais faillite. Donc c'est automatique. Donc la seule façon, on n'a pas besoin de mettre une limite constitutionnelle à la dépense publique, on peut simplement dire, à partir de maintenant, les taux d'intérêt seront à... proche de la croissance nominale, c'est-à-dire autour de 2%, allez. Donc ils seront à 2,5, tout va bien. Et comme ça, on n'aura plus d'euthanasie du rentier, quelque part. Pas du tout, ils seront très contents, et les gens sont très contents de financer à l'intérieur. Voilà. Mais ce qui s'est passé en France, très curieusement, c'est qu'une partie de la dette a été financée par l'épargne française au travers des assurances vie, mais ça... Et les gens n'ont pas forcément conscience du reste. Les gens n'ont pas conscience, mais... Il y a une grosse partie de l'épargne française qui a été aussi confiée à des très grandes sociétés, je pense à des gens comme LVMH, etc., qui sont cotés à la Bourse de Paris. C'est une des particularités de la France, c'est que nous avons un secteur des multinationales extraordinairement fort et compétent. C'est-à-dire que nous avons une vingtaine ou une trentaine de sociétés en France qui sont, de par les critères mondiaux, incroyablement bien gérées, et donc ces gens-là ont pris une partie de l'épargne et l'a déployée dans le monde entier. Donc, quelque part, en Italie, la population a fait une erreur, elle a acheté de la dette étatique, elle se retrouve avec rien de plus, quoi. Tandis que nous, avec notre système, on a permis le développement de toute une série de sociétés françaises dont la valeur aujourd'hui est immense. Mais elle n'appartient pas à l'État, elle appartient à ses actionnaire. Donc, en quelque sorte, en France, il y a eu une espèce de glissement du capital de l'épargne française vers des sociétés qui investissaient partout sauf en France. Et en fin de parcours, c'est ça qui peut nous sauver. Parce que ces sociétés-là, si le franc français se pète la gueule, elles vont peut-être elles vont elles reviendront peut-être en France. Elles reviendront peut-être en France. On arrêtera de mettre les chaussures au Maroc. Voilà. Et on fera peut-être les bagnoles en France, ou j'en sais rien. Donc, quelque part, on peut dévaluer parce qu'on a ces énormes actifs à l'étranger qui peuvent revenir avec de l'épargne vers la France. Et donc créer des emplois aussi à terme. Et donc créer des croissance. Mais bien sûr. Mais donc créer des emplois et de la croissance. Et donc ça, c'est pas mal d'avoir c'est une espèce de poire pour la soif, en quelque sorte, que qui sont là. Et c'est pas mal. Ça permet de dévaluer en se disant, on a les outils à l'extérieur de France qui, si la rentabilité est suffisante en France, enfin, reviendront, parce que ce sera intéressant pour elles. Alors, là, j'aimerais bien que tu nous expliques un truc. On entend beaucoup Mélenchon et consorts, et aussi dans tous les milieux, cela dire, nous dire « Ah, mais après tout, la dette, on n'a qu'à faire défaut. Eh, mon Dieu, quelle est bonne cette idée-là. » Elle est toute neuve, surtout. Elle est toute neuve, parce que personne n'y avait pensé. On va juste tirer un grand trait, et on va racheter un nouveau cahier, et ça va très bien se passer, parce qu'après tout, comme tu l'as dit, c'est une somme d'écriture, un jeu d'écriture, donc on efface, et on repart à zéro, et tout le monde est content. Alors, faisons bien attention là, parce que c'est une notion complexe. C'est pour ça qu'on ne devrait pas les laisser jouer avec. Non. Déjà, point numéro 1. Il faut toujours dire vous savez ce que Clémenceau disait des généraux, la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser aux généraux, quoi. L'économie est une chose trop sérieuse pour la laisser au PCF. Au PCF ou à Mélenchon, ça c'est évident, ça. Ou aux inspecteurs des finances d'ailleurs, qui sont sans doute les plus nuls. Mais parce que ce sont que des comptables. Hein. Mais alors, essayons de réfléchir une seconde. On pourrait, à la limite,
pourrait annuler tout ou partie de la dette qui est détenue par des organisations étatiques. Françaises, voire internationales, puisque par exemple, la BCE, qui a maintenant une partie importante de notre dette, est détenue en partie par la Banque de France. Donc, si vous voulez, on se dit, bon, ben, on n'en a rien à foutre après tout que la Banque centrale ait des fonds propres importants. Une banque centrale, ça peut opérer avec des fonds propres négatifs. Mais pourquoi elle ferait ça, elle, la banque? Pourquoi elle enlèverait une écriture? Pourquoi elle enlèverait un actif? Ben, si elle enlève une écriture, si elle dit, bon, j'ai, je sais pas, 300 milliards de dettes françaises, bon, maintenant, je l'annule, 300 milliards, boum. Ça veut dire que ces fonds propres vont baisser de 300 milliards. Bah oui, c'est pas génial. Ben, oui, mais en même temps, une banque centrale, est-ce qu'elle a besoin d'avoir des fonds propres? On peut se poser la question. Ça doit être écrit dans un traité quelque part. Oui, c'est sûrement interdit par les traités, ça, oui, ça oui, va sans enfin, dire. ça les a pas gênés par le passé. Non, mais ça en changera, ça. Donc, quelque part, mais si c'est pour recommencer à accumuler des dettes juste derrière, ça sert à rien. Donc, il faudrait que ce soit accompagné d'une espèce de réforme constitutionnelle en disant, à partir de maintenant, on n'émet plus du tout de dettes. Mais on sait que ça c'est... Et on sait que tout le monde passera le vote avec enthousiasme, et à la première occasion, ils remettront de la dette dès qu'ils pourront, quoi. Ils trouveront d'autres façons. Donc, pour moi, l'annulation de la dette, si c'est annulé dans les comptes des publics... Oui, mais alors attends, parce que tu as dit, si c'est annulé dans les comptes publics, mais on est d'accord qu'il y a des particuliers qui en détiennent, puisqu'il y en a... oui, mais c'est vrai, on ne peut pas l'annuler pour les particuliers, parce que sinon ils se retrouvent... Enfin, si tu as de ta dette dans ton code des vies... Prenons l'exemple de l'assurance vie. De l'assurance vie en France, je crois, aujourd'hui, à 1800 milliards de dépôts des particuliers. Ça, c'est le chien. C'est pas moi. Ça l'intéresse? Comme le public. Mettons l'assurance vie, 1800 milliards. Bon, ben, ça c'est au passif du gouvernement français. Il doit 1800 milliards à ces braves gens qui ont... Mais c'est à l'actif de Pierre Martin qui compte dessus pour vivre sa retraite. Ou c'est à l'actif des caisses de retraite. Eh ben lui, il va pas être content. Alors l'État va dire, vous inquiétez pas, je vais vous payer... Mais c'est comme pour les... Mais il n'a pas ce pognon, l'État. Non, il n'a pas l'État, mais il dit, je vais le prendre sur les impôts futurs. Donc, je vous paierai l'équivalent de... Mais on voit bien que ça ne va pas marcher du tout. Donc, encore une fois, si vous annulez la dette, toutes les caisses de retraite françaises, l'ARCO, la GIRC, tous ces machins-là, boum, ils sautent comme des bouchons, ils disparaissent. Parce qu'eux, ils doivent faire des paiements. Et donc, vos assurances-vie. Vos assurances-vie, donc ça vaut... C'est pour ça que je dis aux gens, si vous avez une assurance-vie aujourd'hui en France, qui vous rapporte du zéro, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc, c'est pas un bon placement. Vous êtes à peu près certain de perdre dessus. Achetez de l'or. Soit vous achetez de l'or, soit vous vendez toutes vos assurances, toutes vos obligations dans votre assurance vie et vous achetez des actions françaises, des sociétés dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui, mais alors ça, attends. Il y a beaucoup de gens qui ont juste, je prends l'institutrice de mes filles, elle a une assurance vie, elle peut pas s'en occuper, elle veut juste être tranquille. Mais elle veut, mais à partir du moment où le système financier commence à cracouiller dans tous les sens, on peut plus être tranquille. On peut s'imaginer que les gens... Mais moi, ça me rend triste parce que je me dis qu'elle pourrait se retrouver avec un problème, cette pauvre dame, elle a rien demandé, tu comprends, elle s'occupait des enfants de CE2 toute sa vie. Mais il faut pas oublier que la mauvaise gestion de l'économie, c'est toujours les petites gens qui en prennent le plus plein la gueule. C'est pour ça que je suis exaspéré et très inquiet pour tous ceux qui n'ont rien demandé. Qui n'ont rien demandé, qui ont épargné gentiment et qui sont à la limite de la survie, qui ont fait tout ce qu'on leur a dit et qui vont se retrouver. Moi, j'avais deux grandes tantes que j'aimais beaucoup qui vivaient en Bretagne, qui avaient été institutrices ou je sais pas quoi qu'elles avaient fait, et elles avaient une petite épargne. Et en 1938, à la demande du gouvernement français, elles ont acheté des obligations françaises. Des emprunts d'État. Des emprunts d'État. Des gros emprunts comme ça. Des emprunts d'État. Et en 1946, ou 47-48, avec l'inflation, ça ne valait plus rien. Donc, je trouve ça scandaleux de faire supporter le poids de la mauvaise gestion de l'économie par les petites gens, alors que ceux qui sont à l'origine du désastre, eux, eh ben, ils n'ont aucun problème. Donc, ils sont nommés chez Areva. Ils sont nommés chez Areva, et surtout... Eux, ils continueront à toucher des prébendes de l'État qui, elles, seront indexées. Donc, ils continueront à payer, leurs salaires sont indexés. Prenez les députés, par exemple. Ben, les députés ou les sénateurs, ils ont leur truc qui est payé, ils ont aucun souci. Donc, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que la mauvaise gestion de l'État
financière aura un coût, a un coût, et qu'on le voit par exemple, ceux qui supportent ce coût, c'est les jeunes qui ne trouvent pas de boulot, puisque les entrepreneurs ont été tués, et c'est les anciens dont la retraite ne vaut plus rien. Et les entrepreneurs qui ont du mal à exporter avec une monnaie qui est trop forte. Des coûts, la monnaie est trop forte, et surtout ils ont des coûts invraisemblables. Plus le poids de l'État dans leur gestion courante. Regardez, par exemple, prenez l'Allemagne et la France. Bon, en 1990, à cause de la réunification allemande, le poids de l'État était à peu près les mêmes entre les deux pays. On était quoi, 30, 33 on était à 45-47. Et grosso modo, l'Allemagne est restée à 45-47. Bon. Et nous, tout en faisant sa réunification. Tout en faisant sa réunification. Elle a fait des efforts. Nous, on est monté à 61. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 89-90 ? L'Allemagne a fait une réforme du marché du travail, extraordinairement difficile, qui avait été faite par le chancelier Schröder, et qui lui a permis de redevenir extrêmement compétitive. Et la France, nous, on a fait les 35 heures. On avait tout compris. On avait tout compris. Oui, mais avec l'euro, on ne s'en est pas rendu compte. Parce que sinon, si on s'en est rendu compte, on voit très bien que le poids de l'État dans l'économie allemande, dont je parlais tout à l'heure, il est resté le même. Et le nôtre, il a monté parce que tout le secteur privé s'est effondré. Mais on a caché l'effondrement du secteur privé par une hausse des dépenses de l'État. Et donc par l'endettement, parce que comme c'est l'État, les dépenses de l'État, par définition, elles ne sont pas en cash flow positif, enfin rarement. Eh ben, on a caché ça. Donc, vous regardez les deux graphiques, l'Allemagne, la France. Vous voyez, les recettes publiques en Allemagne ont monté exactement comme sont restées à 45%. Donc, ça a suivi le PIB. Et nous, nos recettes publiques ont baissé, les dépenses ont augmenté, notre déficit est monté comme ça, et la dette s'est accumulée. Donc, on a mis la poussière sous le tapis depuis 30 ans, depuis la réunification allemande. Et aujourd'hui, ben, on arrive il y a de plus en plus de poussière et de moins en moins de tapis, quoi. Donc, par exemple, si tu dois être... tu es un entrepreneur, tu as une entreprise qui fabrique... des boulons. Des boulons, des râpes à fromage. Toi, tu vas devoir, en tant que Français, supporter tes coûts rationnels, plus ce coût d'État supérieur. Donc, tu ne peux pas être rentable par rapport à un Allemand qui va faire le même travail. Et qui, lui, n'a pas 2,3 fonctionnaires. Il faut que les Français imaginent l'État un peu comme le siège social qui doit payer, qui n'est pas le sien, mais le siège social global. Mettons l'État français, c'est le coût de notre siège social national. Bon, mais le coût du siège social français est au moins 10 points de PIB supérieur au coût du siège social allemand. Et ben, on est cher, donc. Mais on est hors de prix. C'est pour ça que la quasi-totalité des grandes sociétés dont je parlais tout à l'heure ont leur siège en France et toutes leurs activités ailleurs. Oui, parce que ça nous parce prive que sinon, elles seraient en faillite. Ça nous prive de tout l'emploi qu'on pourrait avoir et donc de l'économie que génère... Mais prenez, je demande à n'importe quel... Vous êtes à la tête d'une entreprise. Vous devez fabriquer une nouvelle usine. La rentabilité du capital investi en France est la moitié de celle qu'elle est en Allemagne à cause de ce poids de l'État. Où est-ce que vous allez la coller, votre usine? Il n'y a même pas photo, c'est même pas possible autrement, quoi. Donc... Grosso modo, il faut bien se rendre compte que le secteur public a gouverné contre le secteur privé en France depuis 40 ans. C'est-à-dire que le but, c'était quand même de dire le secteur privé, c'est des voleurs et nous, on est des généreux. Alors qu'en Allemagne, comme c'est une structure très décentralisée, l'Allemagne, avec des États, et puis des villes, et puis des petites villes, eh bien, l'homme le plus important dans une petite ville en Allemagne, c'est le patron de la grosse PME. Et il se fait entendre de la mairie, de l'État, tandis que nous, en France, ben, il y a le patron de PME, et en plus, il va essayer de se précipiter au ministère des Finances pour avoir des avantages fiscaux, des trucs, des machins. Donc, on ne négocie pas sur la philosophie, on négocie sur des petits avantages qu'on aura aussi et là, et ça n'arrive. C'est des guildes, après. Après, ça, on n'arrive à rien, on arrive à des corporations, et puis ça ne marche plus. Donc... Et je voudrais dire quelque chose sur la dette aussi qui est très important, c'est la dette, dans la plupart des civilisations, c'est très mal. Il y a une notion morale attachée à la dette. Moi, j'ai été élevée un peu comme ça, c'est qu'on disait, vivre à crédit, ça nous paraissait une horreur morale. Oui, c'est une horreur dépenser morale. Ce qu'on n'avait pas. Déjà, il ne fallait pas dépenser tout ce qu'on avait, il fallait en garder au moins la moitié, voire 2 tiers de côté.
Et ensuite, à moins d'un coup fatal, un cancer, une maladie... Enfin, c'est voilà. Pour ça qu'on faut épargner d'ailleurs. C'est pour ça qu'on épargnait, pour les coups difficiles. Mais sinon, évidemment qu'il ne fallait pas avoir de donc, dette. par exemple, dans un pays... je parle pas l'allemand, mais je parle l'anglais. Je me suis laissé dire, je ne sais pas si c'est vrai, les gens le diront, que dette et faute et regret, c'est le même mot en allemand. En anglais, c'est guilt, c'est-à-dire la culpabilité. La culpabilité. C'est pas écrit pareil, mais c'est la même son. Donc ça veut dire que pour beaucoup de gens, et il y a des civilisations, comme la civilisation musulmane ou la civilisation juive il y a longtemps, qui interdisaient la dette. Parce que c'est une façon de rendre les gens en esclavage. C'est ça. Donc, pour comprendre le mécanisme de la dette, vous êtes un entrepreneur. Mettons, vous pensez à des investissements qui vont vous rapporter du 5%. Bon, si vous pouvez emprunter à 4, vous vous dites, ça vaut la peine. J'emprunte à 4, j'investis à 5, et vous n'aurez aucun mal à repayer la dette. Puisque la dette se repaie d'elle-même à ce moment-là. Bon. Ça, c'est si les taux d'intérêt sont à ce qu'on appelle la rentabilité du capital. Bon. Donc à 3,5 ou quelque chose comme ça en France. Deuxième cas, vous empruntez, vous dites d'accord, mais j'ai deux choses. J'ai le service de la dette, payer les intérêts chaque année, et j'ai le remboursement de la dette à la fin. Ce sont deux choses complètement différentes. Donc je me dis, je peux payer sans problème 3%. Donc si j'emprunte à 5, je peux rembourser, je peux servir ma dette, mais la rembourser, je verrai dans 20 ans ou dans 10 ans. Donc à ce moment-là, il y a des gens qui font des investissements là-dessus. Donc ça devient fragile. Et puis il y a le type qui se dit, bon, maintenant j'emprunte pour acheter mes actions, et ça va faire monter le bénéfice par action, puisqu'il y aura moins d'actions. Mon action va monter, et là je vendrai des actions et je rembourserai ma dette. Donc vous dites, je fais un pari sur le fait que le cours de mon action va monter, et que je pourrai rembourser ma dette avec ça. Et ça, c'est complètement spéculatif. Ah oui, là, c'est un gros spilling. C'est un gros spilling. Et bien, ça fait 20 ans que les banques centrales nous forcent à faire ça. Tous les taux d'intérêt zéro, c'est pour que les gens empruntent pour acheter leurs propres actions, acheter leurs propres actifs. Mais donc, il n'y a pas de création. Il n'y a aucune création de richesse. Et le capital va aux actifs existants plutôt qu'aux actifs à créer. À créer. Donc, la productivité du travail baisse, donc tout le monde s'appauvrit, sauf les riches, qui deviennent de plus en plus riches. Mais le jour où les pauvres réussiront plus rien acheter parce qu'ils sont devenus tellement pauvres, les riches vont ramasser la galette du siècle, parce que ceux qui achètent les produits, c'est les pauvres, quoi. Bah oui. Donc, grosso modo, il y a 3 niveaux dans la dette. Donc, il y a le niveau où elle se paye toute seule, le niveau où elle paye ses intérêts, et le niveau où il n'y a que de la spéculation, vous attendez des gains en capital. Or, ça fait 20 ans que les banques centrales maintiennent une espèce de bulle à ce 3e niveau. Et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi ils font ça? Est-ce que peut-être ils ne savent pas? C'est ce que me disait toujours. Non, mais quand on nous donne une. C'est toujours la première explication, c'est ça de la bêtise ou de l'ignorance. Oui. Je crois qu'ils savent, mais je crois surtout que les gens qui sont aux commandes des banques centrales aujourd'hui sont des brigands. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui vont faire énormément d'argent, les grandes banques d'affaires, etc., en pratiquant cette politique, et que donc, c'est une façon, en quelque sorte, si je devais être parfaitement partisan de la théorie du complot, je dirais que les riches ont mis aux commandes des banques centrales des gens qui vont suivre une politique extraordinairement favorable aux riches pour qu'ils puissent gagner de l'argent sans prendre de risques. Et ça, c'est vraiment immoral. Et c'est ce que j'appelle le capitalisme de connivence. Et ça, c'est insupportable. Donc, surtout que le risque, on l'a déterminé, est sur les petites gens. Ah ben, le risque, il tombera d'un seul coup. Il y aura une espèce de coup de hache dans les économies. Et c'est les petites gens qui en prendront plein la gueule. Mais eux, ils auront leur maison aux Caraïbes, leur 30 kilos d'or, vous voyez ce que je veux dire? Donc, Donc la seule façon pour les petites gens qui nous écouteraient aujourd'hui de se prémunir contre ça, c'est de sortir de leur assurance vie, d'acheter de l'or et d'essayer d'acheter des actions de bonne qualité. On qualifie de Une autre façon de dire la antifragiles. même chose, c'est que dans la vie, vous pouvez acheter que deux choses. Il n'y a pas grand-chose. Vous pouvez acheter des contrats, c'est-à-dire
je te prête de l'argent, on signe un contrat entre nous, on le dépose chez le notaire, tu le rembourseras à temps, voilà les taux d'intérêt, c'est un contrat. Ce qui fait intervenir la notion de temps, c'est-à-dire que ça sera remboursé. Ou j'abandonne mon capital pour toujours et j'achète une part de propriété. Ça, c'est une action. Ça, c'est une action ou un immeuble ou des choses comme ça. C'est à moi. Bien. Ça veut dire que comme les banques centrales sont en train d'essayer de ruiner tous les détenteurs de contrats, parce qu'il y a la génération de temps, enfin le phénomène et temps. Ils ne payent plus les taux d'intérêt, ils seront incapables de rembourser le capital, etc. Comme les banques centrales sont en train... Il faut être fou comme un lapin pour rester sur des contrats. Il ne faut avoir que des propriétés, que des choses qu'on... Donc, une action, encore, je dis toujours en Air Liquide, parce que ça fait partie du personnage. Maintenant, Air Liquide, c'est... Les gens me demandent comment je touche d'Air Liquide pour faire... on les connaît pas. Rien, mais ils sont des gens très bien. Ils font du bon boulot depuis très longtemps. Donc, vous achetez des actions Air Liquide, vous essayez d'acheter votre appartement, et surtout, les contrats, vous ne les avez plus en Europe. Puisque le but de l'Europe, c'est de procéder à ce que Keynes appelait l'euthanasie du rentier, c'est-à-dire à vous faire perdre votre argent, à vous, petit épargnant. C'est le but des banques centrales aujourd'hui, c'est de vous ruiner. De vous ruiner. Donc, essayez au moins de vous défendre. Transformez votre argent en quelque chose de réel. C'est pas forcément essayer de se défendre, c'est essayer de sortir du statut de victime. Là, essayer de pas se faire, couillonner. Exactement. On n'est même pas répliqué là, c'est simplement de l'autodéfense. C'est de l'autodéfense, et les gens me disent, alors je leur dis, mais les seuls endroits où les contrats sont respectés dans le monde aujourd'hui, c'est en Asie. Oui, mais c'est difficile quand tu es un particulier français de détenir un capital en Asie. Les gens me disent, mais vous recommandez d'acheter dans le Parti communiste chinois, c'est honteux. Je leur dis, vous êtes gentil, mais le Parti communiste chinois, il me dit qu'il va me payer 3%, et je le crois, parce que c'est son intérêt, pour des raisons que j'ai expliquées. Alors que le gouvernement français, je sais qu'il est en train d'essayer de me voler. Donc, si ça vous fait rien, d'un côté, j'ai un gouvernement de brigands, qui d'ailleurs ne respecte pas plus la démocratie que les Chinois, et de l'autre côté, j'ai les Chinois qui vont respecter mon épargne. Donc, si ils vont respecter le contrat qu'ils ont passé. Le contrat qu'ils ont passé, parce que s'ils ne le respectaient pas, ils perdraient toute crédibilité. Puis en plus, dans la civilisation confucéenne, dont ils sont issus, ne pas respecter un contrat, c'est quand même très mal. C'est quand même très très mal. On perd la face. On perd la face, on est foutu. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux façons de considérer la vie. Vous avez le truc chrétien, où c'est j'ai commis un gros péché. Donc, guilt. La honte. Je suis honteux. Je demande pardon, je vais me confesser, et je repars à zéro tout propre. Tandis qu'en Chine, c'est la civilisation, toute l'Asie, c'est la civilisation de shame. C'est-à-dire la honte. Et quand vous avez perdu la face, votre famille a perdu la face, vos enfants ont perdu la face, vos petits-enfants ont perdu la face. Et donc les Chinois, aussi curieux que ça paraisse, ils peuvent faire des saloperies, comme tout le monde, comme tout le reste des gens. Mais quelque part, s'ils se font choper, la sanction est beaucoup plus grave que chez nous, parce que eux, il n'y a pas de... On peut pas demander pardon. On a perdu la face, c'est fini, la famille est complètement déconsidérée. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que aujourd'hui, tous mes contrats, en ce qui me concerne moi personnellement, sont en Asie. Et pour moi, c'est plus facile, puisque j'ai un bureau à Pékin, un bureau à Hong Kong, et qu'il y a des gens qui gèrent de là-bas sur ce genre de produits. Donc, mais voilà, pour le petit gars, c'est pour ça que pour le petit gars, la meilleure façon, c'est peut-être d'acheter des airs liquides, des LVMH, etc., dans son compte retraite. Et de plus détenir d'obligations. Et de plus détenir un seul contrat en France. Il faut que ou alors des Napoléons. Ou alors on peut avoir de l'or. Voilà, on peut avoir de l'or. Mais, façon de voter l'or, c'est un avantage. Et on revient à la dette. C'est le seul actif dans le monde qui n'est pas une dette attachée. C'est pour ça que ça a une valeur. C'est que il ne peut pas y avoir de vente forcée de l'or. Puisque ta belle pièce de monnaie, ça reste une pièce de monnaie, ça ne vaudra pas plus, mais voilà. Donc, grosso modo, pour revenir à cette question de dette, il faut bien comprendre, premièrement, que la dette, c'est de l'impôt différé. Donc, les gens qui, aujourd'hui, nous collent de la dette en France disent « Je ne vais pas demander aux payeurs d'impôts français d'aujourd'hui parce qu'ils ne voteraient pas pour moi demain, mais je vais demander aux payeurs d'impôts de 20 ans qui, lui, j'en ai rien à foutre puisque je ne serai plus là. »
Donc c'est une lâcheté politique totale. Vous faites payer la lâcheté du politique aux petites gens d'aujourd'hui. Oui, mais ça dure depuis toujours. Enfin, depuis les années 70, cette affaire. On a eu une période de répit pendant les années Volcker, de 80 à 80. J'ai l'impression que chez les chaises musicales, et que la musique s'arrête jamais, parce que normalement, on fait les chaises musicales, il n'y a que 5 fauteuils pour 6. Les chaises musicales, la musique, elle continue toujours en Suisse, parce que c'est le peuple qui vote sur la dette. Donc, c'est pas le type qui cherche à se faire réélire qui fait des dépenses, c'est le Suisse qui dit si ça vous fait rien, je vais pas. Je trouve que vous êtes assez payé comme professeur. Je ne vais pas augmenter les... J'ai vu, il y a un référendum qui m'a fait pleurer de rire en Suisse. Il y avait des gars qui avaient introduit un référendum. La Suisse est tellement riche qu'on peut maintenant payer chaque Suisse 4 000 € par mois de salaire minimum. Référendum. Il y a une grosse majorité de Suisses qui ont voté contre. En disant, mais ça va pas, non, mais mon entreprise, elle ne va jamais s'en sortir à 4 000 €. Donc, ce que je veux dire par là, c'est à partir du moment où c'est le citoyen qui vote sur la dette de l'État, et non pas son représentant, ça change tout. C'est pour ça qu'encore une fois, on revient au référendum d'initiative populaire. L'État ne devrait pas avoir d'augmenter ni les impôts ni ses dépenses sans demander la permission citoyen. Et c'est l'origine du libéralisme. C'est un homme qui s'appelait Locke, au XVIIe siècle anglais, à la fin du XVIIe, qui avait dit la démocratie, ça commence avec le vote de l'impôt par ceux qui le payent. Et que ceux qui le payent. Que ceux qui le payent. Alors là, ça, ce qui veut dire aussi que notre système fiscal aujourd'hui est profondément injuste, puisqu'il y a 40 ou 50% des gens qui ne payent pas d'impôts, ou très peu, enfin officiellement, parce que vous avez la TVA, plus la CSG, plus ces trucs-là. Et eh bien moi, je préférerais un système où tout le monde paye 20%, flat tax, c'est ce que j'avais à Hong Kong. Les impôts à Hong Kong, c'était génial. Vous avez gagné combien l'année dernière ? Calculez 20%, c'était difficile. Envoyez-moi un chèque, merci beaucoup. et ça vaut pas la peine de frauder le fisc quand vous payez 20%. Vous dites, ouais, bon, ça marche plutôt bien ici, donc je vais payer, je suis pas... Mais si vous en êtes à 60-65%, ça devient légitime de prendre des mesures, et ça crée une industrie de spécialistes fiscaux qui ne servent à rien, qui n'ajoutent aucune valeur. Si ce n'est vous prémunir contre les riches contre la spoliation de l'État. Donc, grosso modo, il y a un impôt pour qu'il marche, il faut qu'il soit payé par tout le monde et simple à comprendre. Voilà, à ce moment-là, personne ne gueule. Même pas lui. Donc, ouais, je veux dire, c'est que la dette, c'est une façon, dans le fond, pour la classe politique de capturer la souveraineté du peuple. C'est-à-dire de lui donner des trucs en disant, voilà, je vous donne ça, regardez, vous touchez plus aujourd'hui. Mais ce que les gens ne voient jamais, c'est que leurs enfants toucheront moins demain. Et leurs petits-enfants encore moins. Et ça, c'est pas acceptable. Ça, c'est pas acceptable. Bon, eh bien voilà, je pense qu'on a fait aujourd'hui un assez joli tour sur la dette, mais je ne doute pas qu'il y aura sûrement des questions. Dans ces cas-là, je vous en prie, n'hésitez pas soit en dessous de la vidéo, soit sur les réseaux sociaux, où vous pourrez me trouver, ou l'Institut des Libertés, pour répondre à d'autres questions. Je pense que la semaine prochaine, nous essaierons de parler de la grande question de la monnaie. Ah oui, ce qui va nous amener... Alors là, mais ça va être passionnant, vous allez voir, parce que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire pour des séminaires. Donc, ça sera la question de... Et n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton, on veut arriver à 100 000. Appuyez sur le petit bouton cloche en haut, là-haut, pour vous abonner, si ce n'est déjà fait, à la chaîne YouTube de l'Institut des Libertés. Et donc, la semaine prochaine, on reviendra sur la question de la monnaie, et donc ça nous amènera sur l'euro, et la notion de souveraineté de l'euro, et un petit peu, ça nous ramènera à la dette, et aux entrepreneurs, de fait aussi, pour la relance, enfin, l'injonction peut être la monnaie, voilà. Donc, j'espère vous retrouver fidèles au poste la semaine prochaine, et merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci beaucoup.